Sébastien Lecornu, les Russes semblent obsédés ces derniers temps par les combattants français en Ukraine. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que pour vous, et certains sont dans nos émissions d'ailleurs, ils s'appellent Flash, il s'appellent Paul, etc. Souvent ils sont anonymes, mais on peut les comprendre, ils risquent leur vie. Est-ce que pour vous c'est louable que des combattants français combattent en Ukraine? En fait, là aussi, guerre informationnelle russe, et on le voit bien depuis 48 heures d'ailleurs, il y a un durcissement, y compris assumé par le ministère de la Défense. Exactement. Exactement. En jouant en fait sur quelque chose qui est quand même pas neutre. C'est-à-dire vous avez des citoyens français, civils, qui sont partis combattre sous un uniforme ukrainien. On n'a pas à leur interdire. On retrouve, mais comme le disait Nicolas Quesnel, il y a une certaine impunité et le parcours est assez étonnant. Oui, alors il faudrait voir tous les textes de loi que nous avons en France pour condamner éventuellement un engagement à l'extérieur sur un théâtre d'opération avec un pays d'ailleurs où on n'est pas en guerre. Donc à la limite, j'ai un peu la discussion qu'on avait tout à l'heure. Moi j'ai quand même une réflexion qui n'a peut-être pas tout à fait liée, mais quand même, nous sommes dans une société où on tolère beaucoup de choses. Et que finalement l'engagement individuel, quel qu'il soit, pourquoi pas? Alors on peut ne pas être d'accord avec cet engagement individuel, d'accord, moralement. Mais légalement, est-ce qu'on peut l'empêcher? La question elle est là. Et je crois d'ailleurs qu'il y a une réflexion qui est en cours d'ailleurs sur encadrer un peu mieux l'engagement, je dirais, militaire des citoyens. Et d'ailleurs même en Grande-Bretagne, puisque le problème se pose, d'ailleurs cette semaine on l'évoque, par exemple sur ces ex-pilotes de chasse britanniques qui sont allés former des pilotes chinois. Il y a quelque chose qui ne colle plus tellement bien aujourd'hui, c'est-à-dire que la notion d'un État, une nation, avec des choses qu'on n'a pas le droit de faire à l'étranger, dans le cadre, je dirais, de l'intérêt national, c'est quand même une question en Occident qui est un peu mise de côté. Et peut-être que ces individus qui sont partis sur des champs de bataille avec des engagements que l'on conteste, y compris moralement, peut-être que ça va peut-être changer les lois chez nous, on va être peut-être plus restrictif, mais ça veut dire aussi restreindre certaines libertés. Parce qu'à la limite, on a eu des anciens militaires qui sont allés se battre avec les Birmans, chez les Karen, contre le gouvernement central, il y a quelques années. C'est pas nouveau qu'il y ait des personnes qui se sentent portées par un besoin d'engagement, quel que soit d'ailleurs le type d'engagement. On n'a pas à leur interdire. Je veux dire, c'est encore une démocratie, donc par définition, ces gens-là n'ont pas de lien avec les forces armées françaises, n'ont pas d'uniforme français, n'ont pas de lien avec l'institution militaire française. Et là où évidemment les Russes... Pardon, il y a eu les brigades internationales dans d'autres temps, et ça existait. Est-ce que c'est bien selon vous, moralement? Moi, je n'ai pas de jugement à apporter parce que de toute façon, ce que je vais dire va être utilisé. Donc, ça me permettrait d'être plus prudent que n'importe quel autre citoyen. Après, là où la Fédération de Russie joue de cette ambiguïté, c'est en disant, vous voyez, il y a des Français sur le champ de bataille. Sous-entendu, vous avez des gens qui ont un lien avec la République française, avec l'institution militaire française qui est sur le champ de bataille, pour au fond entretenir ce narratif de co-belligérance. Et d'ailleurs, vous l'aurez noté, ça se durcit depuis 48 heures et ça correspond à quoi? À l'annonce du président de la République sur la livraison de missiles Scalp, parce que on le sait, c'est un élément différenciant sur le champ de bataille. Il y avait un avantage pour les Ukrainiens au départ, avec du matériel hyper performant, oui, mais de l'autre côté, on s'est adapté, on a trouvé le bouclier. Et la faiblesse de toutes ces armes extrêmement perfectionnées, c'est, je dirais, tout ce qui est, je dirais, électronique, pour faire simple. Quand on prend le HIMARS et ou l'obus dont on a parlé, qui est l'obus Excalibur, c'est un obus d'artillerie de 155 mm qu'on peut mettre dans le César, et qui est surtout, l'obus est guidé par GPS sur sa cible. Donc automatiquement, tout ce qui touche aux ondes, ça devient un sujet d'intérêt, et que si effectivement on est capable de perturber tous les signaux GPS, qu'on découvre d'ailleurs d'autres occasions, pour des raisons de sécurité, qu'on peut effectivement faire du brouillage, qu'on peut aussi tromper l'ennemi. D'ailleurs, la guerre électronique sert aussi à créer des ennemis sur le champ de bataille. C'est-à-dire qu'on croit que l'ennemi est là, puis il n'est pas là. Ça aussi. Hein. C'est un système de l'heure. Système de l'heure, hein, tout à fait bien dit. Oui, excusez-moi, oui, c'est bien dit. C'est tout à fait bien dit. Sujet de l'heure. Voilà. On peut même recréer un état-major adverse pour faire croire que là, l'ennemi est là et on va pouvoir le frapper. Voilà. Tous ces systèmes-là, ça fait partie de la guerre électronique, que même nous, on redécouvre aujourd'hui qu'on avait un peu laissé tomber, parce qu'on dit, bon, non, ça ne sert plus à grand-chose et tout ça. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne peut plus s'en passer et que toutes nos armes, bon, à part le modèle soviétique, ont besoin de l'électronique aujourd'hui pour arriver au bon endroit et l'utiliser comme il fallait. Donc, effectivement, aujourd'hui, les Russes ont réussi à faire face au bout d'un an et demi. Ils ont eu beaucoup de déboires. Même, regardez les radio-télécommunications au départ. Ils se faisaient aussi intercepter leurs communications. Ils se faisaient repérer, justement, parce qu'ils ne faisaient pas attention. Et ils ont perdu quelques généraux, comme ça. Ne l'oublions pas. Donc voilà. Donc la guerre électronique est revenue sur le champ de bataille. Et effectivement, là, on s'aperçoit que les Russes ont réussi à faire face, à innover. Et puis finalement, non seulement à protéger leur système, ça aussi, c'était c'est la première chose qu'on a vue, protection de leur système, et que maintenant, ils commencent à perturber le système adverse.
parce que on le sait, c'est un élément différenciant sur le champ de bataille, et la Russie réagit sur le théâtre informationnel. Ça répond à votre question de tout à l'heure aussi, sur la nature de cette compétition, comme disent désormais les spécialistes ou les experts sur vos plateaux, qui se joue sur nos yeux.